C'est environ 300 patients par jour qu'on a. Si je devais me parler à moi quand j'avais 20 ans, c'est d'abord aie confiance plus en toi. On ne fait pas ce métier par hasard. On fait ce métier parce qu'on a une capacité ou une envie d'entraide. Ok, salut tout le monde, coucou. Donc bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast où je vais commencer à interroger des entrepreneurs, à faire des sortes d'interviews, etc. Où je vais leur poser des questions sur leur carrière et sur toutes les choses importantes qu'ils ont faites et qui leur ont permis d'arriver là où ils en sont. Aujourd'hui on est avec Katia Loïs. Bonjour. 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 Et tu as un diplôme d'infirmière et tu as fait différentes choses là-dedans. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Mon parcours professionnel, je suis effectivement infirmière bachelière. Et donc, mon parcours professionnel, j'ai commencé par travailler d'abord en soins intensifs à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Uccle pendant 1 an et demi. Et donc là, c'était évidemment comme employée. Tout à fait. Et après ça, j'ai directement commencé à travailler à domicile, comme donc infirmière indépendante à domicile, d'abord en intégrant un groupement sur Braine-le-Château. Je ne sais pas si je peux te donner le nom du groupement, ou c'est mieux pas. Bon voilà, c'était l'ASD Braine-le-Château. Et là, je suis restée plus ou moins 2 ans. De mémoire, c'est plus ou moins 2 ans que je suis restée comme indépendante en groupement, pour finalement commencer tout à fait sur un autre secteur, donc sur Bruxelles, puisque j'habitais Bruxelles à ce moment-là. Et j'ai commencé donc des tournées comme infirmière indépendante sur Anderlecht, Forêt et Uccle dans un premier temps, et donc toute seule dans un premier temps. Et par la suite, évidemment, comme c'était 7 jours sur 7, ça fait beaucoup. Et le nombre de patients a augmenté très 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 rapidement. Il y avait énormément de demandes, il n'y avait pas beaucoup d'infirmières à domicile à ce moment-là, donc ça a pris une ampleur très très rapide. Et comme j'ai difficile aussi à dire non, donc voilà, j'avais des demandes. Et donc j'ai commencé à engager ma première, donc je me suis mis en société. Et j'ai commencé à engager ma première infirmière le 1er avril 2000. Oh, ok. Et du coup, petit à petit, tu as commencé à engager plus d'infirmières et à créer une société qui devenait un petit peu plus grosse. Ça a grossi jusqu'à combien d'infirmières cette société-là? Combien de patients? Oh, alors là, en termes d'infirmières, bon, évidemment, il n'y avait pas que des temps pleins, il y avait des mi-temps aussi, mais je dirais une petite quinzaine. Ok. Donc tu avais 15 infirmières qui étaient à ta charge. Je suis arrivée jusque-là sur plusieurs années, donc pas évidemment tout de suite. Et alors, j'ai aussi une secrétaire. J'avais alors à ce moment-là évidemment une secrétaire aussi mi-temps au bureau qui m'aidait pour l'administratif, puisque moi, très très longtemps, je faisais encore le domicile. Donc, je faisais et l'administratif et le domicile en tant qu'infirmière. Donc, je continuais à combler tous les manquements. C'est qu'il y avait quand même souvent, puisque le manque d'infirmières était déjà important à ce moment-là. C'est encore le cas aujourd'hui, voire plus, le manque d'infirmières. En fait, il y a énormément d'infirmières qui travaillent à domicile, mais malgré tout, il manque en général beaucoup d'infirmières et c'est très difficile à en trouver. Et aussi d'en garder et j'ai envie de dire, de fidéliser pendant des années parce qu'elles ont tellement d'opportunités à gauche, à droite, elles ont tellement la possibilité de se diversifier que c'est assez facile pour elles de dire au revoir puis de revenir. C'est déjà arrivé aussi effectivement que j'en ai qui sont revenus et de changer un peu comme elles le veulent ou comme leur vie privée les mène, puisque c'est vrai qu'en fonction de leur vie privée, ça peut basculer vers un départ ou peut-être un retour de carrière dans l'équipe ou ailleurs, quoi.
Bien, est-ce que tu peux me dire, du coup, après donc cette société-là, de ce que tu m'avais dit, il y a eu un problème avec cette société-là, malheureusement, et du coup, par la suite, quelques années après, tu en as créé une nouvelle, ici, à Tubize. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là, après du centre médical, etc. J'ai pas eu de problème avec ma première société. Ah, ok. Non, la première société donc qui s'appelait Infiome Ouais. a été rachetée par mon Ok. associé et donc elle a continué à subsister pendant un certain temps. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai évidemment signé une clause de non-concurrence qui demandait évidemment que je n'exerce plus du tout comme infirmière sur Bruxelles, Halle, Vilvoorde. Donc, en tout cas, pendant une durée Qui a été de contraignant. 2 ans. Ouais. Ce qui était contraignant, j'ai respecté cette clause et je suis très fière de l'avoir respectée parce que aujourd'hui, plus beaucoup de gens respectent les clauses et il y a énormément de vols de patientèle et des choses qui sont pas très très correctes. Enfin, c'est pas seulement aujourd'hui, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais donc j'ai recommencé de zéro sur Tubize. Voilà. Donc je respectais l'accord et la convention que j'avais signée. Et donc, pendant 2 ans, même plus que 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé de nouveau de zéro. Alors, le premier patient sur Tubize pour finalement de nouveau aboutir à, la même chose aujourd'hui, j'ai envie de dire, que ce que j'avais sur Bruxelles. Sauf qu'entre-temps, les 2 ans, évidemment, sont passés, largement passés. Donc, j'ai aussi de nouveau recréé des tournées sur Bruxelles, puisque Bruxelles, je connaissais très bien, même mieux que Tubize, puisque je suis plus bruxelloise que tubizienne. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu changé puisque, par la force des choses, c'est plus facile évidemment de diriger une équipe et de devoir se déplacer sur Tubize que de devoir se déplacer tous les jours sur Bruxelles. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, je suis plus sur Tubize, mais je continue à diriger via une équipe maintenant, donc c'est plus moi qui dirige ça directement. Plus ou moins, aussi une quinzaine d'infirmières. Il y a aussi du personnel aide-soignant dans l'équipe. Et donc ça permet de générer quand même et de soigner pas mal de patients. Alors en nombre, en termes exacts, je ne sais jour, pas. par exemple, Je ne sais Je ne sais pas dire exactement le nombre de patients qu'on soigne. Je pense que c'est environ 300 patients par jour qu'on a. Voilà. Ou en tout cas 300 passages par jour, parce que c'est vrai qu'il y a certains patients chez qui on passe plusieurs fois par jour. Donc ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 fois par jour. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont plus dépendantes. Donc évidemment, des personnes qui sont alitées et qui savent plus faire grand-chose à domicile et qui ont besoin donc de plusieurs passages par jour. Et du coup, à travers cette société d'infirmières-là, il y a également eu un centre médical qui a été créé. Est-ce que tu peux nous parler de sa construction, de son évolution, de ce que ça représente aujourd'hui et de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir fait ça dans ta carrière ? Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion avec mon associé, qui est mon ex-mari, de reprendre un vieux garage. C'était un vieux garage Suzuki à Tubize. Il y a de ça maintenant déjà 16 ans, 15 ans, 16 ans. 2008, quelque chose comme ça ? Ouais. Et donc au départ, c'était pas du tout dans le but d'en faire un centre médical. Au départ, c'était tout simplement d'en faire un projet immobilier, donc avoir plusieurs casquettes, donc pas seulement la partie infirmière, mais aussi la partie immobilière. Et puis de fil en aiguille, ça a été transformé en dépôt bureau parce que des projets n'ont pas été acceptés au niveau urbanistique et donc nous avons eu des locataires qui ont loué. Il y avait un rez-de-chaussée commercial aussi, un très grand rez-de-chaussée commercial. Mais c'était assez compliqué au niveau des locataires, donc de fil en aiguille, mon petit bureau qui était derrière, où chaque fois je déménageais en fonction de ce qui n'était pas loué. À un moment donné, je dis, moi, je veux être devant, front de rue, puisqu'il faut savoir que le rez-de-chaussée commercial qu'on avait était sur la rue principale à Tubize,
Je ne sais pas si je peux donner le nom. Ah oui, non, bien sûr, Ouais, bien sûr. voilà. Donc c'est l'espace santé pluriel à Tubize. Enfin, à ce moment-là, ça s'appelait Medical Center Tubize. Donc après, l'évolution a fait que c'était un petit bureau seulement pour les soins infirmiers, donc qui était sur la rue de Mons, donc au 159 rue de Mons. De ce petit bureau, je me suis dit, ce serait vraiment bien qu'on puisse collaborer avec d'autres prestataires, des médecins, des kinés, en fait tout ce qui est profession médicale et paramédicale. Pourquoi ? Pour avoir une collaboration, parce que c'est quelque chose vraiment qui me manquait. C'est finalement le contact qu'on a avec les autres prestataires de soins, parce que finalement, en tant qu'infirmière à domicile, je trouve qu'on est fortement isolé. Alors oui, on a des prescriptions médicales, mais on a des contacts avec des médecins, avec des centres de coordination, parce que c'est surtout avec les centres de coordination qui nous confient des patients. Vous avez généralement une sorte de centrale d'appel où vous pouvez être dans des bureaux n'importe où, et du coup, généralement, les infirmières ne sont pas directement connectées aux médecins et aux autres prestataires de soins, c'est ça ? Je comprends pas. Donc, tu as une sorte de... généralement, les équipes d'infirmières, tu me dis si je me trompe, ont une sorte de centrale d'appel avec des secrétaires. Les infirmières vont faire les tournées. Cette centrale peut être n'importe où et c'est généralement pas connecté justement avec des médecins, etc. Et tu as fait en sorte que tout soit rassemblé dans un centre médical. En fait, c'est pas forcément le cas, j'ai envie de dire, mais pour les grands groupements, ils ont un cabinet, donc souvent un bureau administratif, qui est la plupart du temps un local qu'ils louent, ou un local tout simplement chez eux, mais c'est rarement, ou alors c'est une maison médicale, mais ça, la législation est encore totalement différente que les soins infirmiers à domicile, même si le travail en soi est un peu le même. Et donc, l'idée, c'était surtout d'avoir une pluridisciplinarité, aussi bien au niveau donc, médical et paramédical, donc ça, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, ou alors venant d'un milieu hospitalier directement. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'infirmières à domicile, mais qui sont liées à un hôpital. Donc ici, ce n'était pas le cas. Donc ça a été dans l'autre sens. Donc on a divisé donc ce grand rez-de-chaussée commercial. Et puis après, c'est bureaux hangar, donc tout ça s'est fait sur plusieurs années. Ça a été divisé en bureaux, en cabinets en fait, un cabinet de kiné, cabinet de médecins, et donc progressivement, dans un premier temps, c'était plus un petit loyer pour partager un peu l'expérience, pour finalement pouvoir discuter, échanger par rapport aux patients, puisque ce qui était intéressant, c'était justement ça. De se dire qu'on a un patient, mais qu'on puisse le voir dans sa globalité, dans sa généralité, et pas seulement voir le côté infirmier. Donc c'est ça qui est important pour évidemment avoir une prise en charge maximale par rapport à la personne, en prenant compte de tous les paramètres qui correspondent à cette personne, puisqu'on est tous évidemment uniques et on a tous je ne sais pas bien comment dire, mais des besoins, quoi. Ouais, des besoins. Tout ce qui est soins en un lieu, c'est l'objectif. Combien est-ce que ça représente de cabinets et de prestataires différents de soins ? Quels sont les noms un petit peu que tu peux me citer en tout cas des professions qu'il y a dans le centre médical justement ? Donc actuellement, donc évidemment, c'est sur plusieurs années. Puisque le cabinet médical n'est pas né tout de suite, il est né il y a plus ou moins 8-9 ans maintenant. Et donc on a commencé par un kiné, neuropsychologue, et puis c'était un médecin généraliste. C'est certain que les médecins généralistes aident au développement davantage par rapport à l'agrandissement d'un centre médical. Maintenant, c'est un beau centre médical aussi qui est tout à fait, qui est bien aménagé, qui est tout à fait rénové. Donc voilà, on a toutes les facilités. Et donc c'est aussi dans le but de faire une ambiance familiale. Bon, maintenant, comme on est plus gros, puisque maintenant on se retrouve quand même avec une 30aine de cabinets aujourd'hui, c'est plus compliqué évidemment d'arriver à maintenir une ambiance familiale, puisque finalement
On est plus nombreux, puis chacun a ses horaires, sa vie. Et donc aujourd'hui, on est dans une collaboration, une pluridisciplinarité, mais surtout donc un rapport finalement de propriétaire-locataire, puisque chacun est indépendant. En tout cas, on a un système qui est comme celui-là. Chacun est indépendant, c'est-à-dire que chacun gère ses plannings, ses horaires en fonction de sa manière de vivre et de sa manière de vouloir travailler, et que c'est eux qui décident vraiment de l'entièreté de ça, s'ils sont conventionnés ou pas conventionnés, sachant que la majorité des prestataires sont conventionnés. Il y en a rare, c'est rare ceux qui ne le sont pas. Donc la création d'Apulia donc, était au départ un moyen de relaxation. Tout à fait. Mais évidemment, au départ, une possibilité de se relaxer, c'est devenu un centre wellness privatif. À la base, c'était pour vous, en fait? Oui. Ok. L'idée, c'était pour effectivement pouvoir profiter d'un espace relax avec une piscine à débordement, un sauna, un hammam, une douche émotionnelle. Mais bon, très vite, vous avez vu les coûts, le professionnel est revenu à la surface, on va dire ça comme ça. Et donc, évidemment, c'était peut-être un peu trop pour notre moyen de relaxation. Et donc, le but, comme c'était évidemment pas non plus un grand centre, c'est plus ou moins 100 mètres carrés, en tout et pour tout. Quand je dis en tout et pour tout, c'est avec les vestiaires. Et avec la salle de massage, puisqu'il y avait également aussi, enfin il y a toujours une salle de massage avec 2 tables de massage pour pouvoir organiser les massages du haut, puisque ça c'est très intéressant. Et donc voilà, donc c'est de là que cette idée est née, donc au départ pour se relaxer, et puis après pour en faire en fait un spa et wellness privatif. Comme il était petit, je voulais vraiment conserver l'intimité, et donc je limitais à maximum 6 personnes. Sachant que... Alors oui, c'était avec un système de forfait, effectivement, de 2 à 6 personnes. Bon, après, il y a quelques exceptions qui ont été faites parce que certaines personnes voulaient y aller seules. Ouais. Voilà, parce que je voulais que ça reste aussi quelque chose qui reste beau, puisque donc le thème d'Apulia, c'est sur le thème des Pouilles, donc une région... du sud de l'Italie, donc pour la décoration, avec plein de particularités avec la pierre, etc. Voilà, tout à fait. Donc le but de la décoration, c'était... Enfin, pour moi, je trouve que c'est très, très, très important, parce que ça fait partie de la relaxation. C'est justement que quand on rentre dans le centre, déjà l'entrée, donc vous avez le comptoir à l'entrée, l'accueil, c'est déjà à l'intérieur, c'est la décoration, c'est en pierre du pays, donc les murs sont en pierre du pays. Et donc vraiment, vous avez les pommeaux aussi, qui sont comme des pommes de pin, en fait, et qui sont un signe de chance et de bonheur. Donc le but, c'était vraiment de s'imprégner de ce cadre, voilà, typique de là-bas, que vous voyez dans les trulli, donc ces petites maisons en pierre. Et mais voilà, avec une belle décoration, une décoration très luxueuse, pour en faire un spa privatif, mais aussi de luxe. Ce qui a été fait récemment, c'est également du coup la chambre riposo, où les gens peuvent venir dormir un petit peu avec cette même ambiance à Puglia, et avec un énorme jacuzzi. Est-ce que j'ai remarqué, et c'est à chaque fois toi qui t'es chargé de la décoration, et même la décoration de l'intérieur ici, est-ce que tu peux donner certains conseils en décoration que tu as? Tu m'avais parlé du fait de marier, par rapport au budget, de marier des éléments essentiels Ikea avec des meubles vraiment qui ressortent du type maison du monde, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes conseils en décoration? Ah, ok. En fait, ça dépend un peu pourquoi. Parce que par contre, pour Apulia et Riposo, donc pour le wellness et la chambre d'hôte, il n'y a absolument rien du tout en Ikea. Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément d'humidité et de chaleur, et donc l'Ikea, il ne tiendrait absolument pas. Donc par rapport à quelque chose que tu as tenu en compte dès le début. Ah, bien sûr. Ouais.
Ah oui, 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 j'avais bien compris qu'il fallait des matériaux de qualité. Je ne tenais pas à devoir le Changer rechanger tous les tous les X temps, 3 ans, ouais. sachant que j'étais déjà fort occupée aussi. Et donc, moi, je préfère faire les choses bien, avec un investissement très lourd au départ, mais au moins avec le moins d'ennuis possible par la suite. Donc la décoration, c'est essentiellement de la pierre, qui est quand même un matériel très noble et très solide, et également le bois, mais le bois de teck, qui justement est plein et qui tient très très bien avec la chaleur et l'humidité. Et donc j'ai même axé plus précisément sur les racines de teck. Donc ça permet de faire des meubles qui sont uniques. Puisque c'est vraiment coupé en fonction Comme la fameuse chaise à de l'entrée là. du wellness que tout le monde La remarque tête de lit, par exemple, la tête de lit à également. l'espace Riposo, et effectivement les bancs. Donc ce sont tous des éléments de décoration qui sont uniques, qui sont importants. Et effectivement, la chaise qui est juste à côté du comptoir au wellness à Puglia, ce sont des pièces uniques. Et donc, c'est ça qui fait le charme. Et le but, c'était que quand vous rentrez là, vous n'avez pas l'impression d'être dans un wellness comme tous les autres, où finalement, il y en a énormément qui se ressemblent et qui sont très beaux, mais qui se ressemblent, où c'est de la pierre et on a une impression de déjà vu. Et je voulais absolument pas ça, quoi. Ouais. Je voulais te demander si tu avais des conseils à donner à la toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? À qui? À toi-même, mais à 20 ans. Ah, si j'avais des conseils à me donner. Ouais. Donc tu reviens dans le passé et tu te mets à la toi de 20 ans et tu dois lui donner des conseils pour qu'elle oriente Par, mieux sa vie. par rapport Par à... rapport à tout ce que tu veux. par rapport à ma Ça vie peut privée. même être des fais attention Ah bah, à certaines choses. si je devais me parler à moi quand j'avais 20 ans, c'est d'abord aie confiance plus en toi. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Crois en toi. Et alors, surtout, fais attention, ne fais pas confiance à tout le monde. Méfie-toi des autres. Tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment ça que j'aurais voulu me dire à 20 ans. Et je pense que si j'avais eu, et si j'avais écouté, et si j'avais eu ces conseils-là, je pense qu'aujourd'hui je serais encore bien plus loin dans ma vie en fait. Ok. Parce que tu aurais fait plus attention aux personnes qui t'entourent, etc. Ben parce que j'aurais pu aller plus loin sans être ralenti par comment expliquer? Des associés. Oui, voilà, ici effectivement dans mon cas c'était des associés parce que j'ai eu plusieurs associés qui finalement, ben voilà, ça ne s'est finalement pas bien passé. Voilà. Pourquoi? Ben pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvée à chaque fois dans... Liés personnellement Oui, la tout à fait. personne avec qui Donc tu en t'es fait, associé. chaque fois mes associés étaient la personne avec qui je vivais. Je partageais ma vie et donc on parle de partager la vie, donc parle de partage. Et donc voilà, j'étais dans cette vision de partage. Il y a juste que la vision de partage doit être dans tous les sens. Et Tout pas à que fait. dans un sens. Et donc si j'ai fait cette erreur-là, c'est Il y justement avait un d'avoir problème de été... réciprocité par rapport au Exactement. travail. Voilà. Et donc c'est ça qui aujourd'hui fait que je pense qui m'a ralenti aujourd'hui. Parce que sinon, malgré tout mon parcours qui est déjà impressionnant, parce que c'est vrai que quand quand on voit tout ce que j'ai fait, ben, c'est beaucoup. J'ai pas du tout chômé parce que Tu te réveillais même dernièrement, il y a 2 3 ans, vers 6 h du matin pour aller faire les premières prises de sang du centre médical, etc. Jusqu'à 19 h 20 h le soir, voire oh plus ben, tard. les heures, je les comptais pas, donc, Ouais. et les jours non plus. Donc voilà, et c'était toujours la priorité. Mon travail a toujours été la priorité. Euh, voilà. Ce qui est peut-être bien pour les patients, mais c'est quelque chose dont il faut se préserver aussi. Donc c'est bien d'avoir une conscience professionnelle, mais il faut aussi penser à soi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je dois encore apprendre, que j'apprends encore, c'est de penser à moi. Quel est ton attribut de caractère ou la compétence que tu as que tu penses t'a aidé le plus dans ta carrière? Ma capacité d'adaptation.
Je pense que j'ai une capacité de m'adapter à des choses parfois même que j'aime pas ou pouvoir me remettre en question. Alors ça, moi, je suis convaincue que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas toujours facile de se remettre en question. Même si avec l'âge, c'est plus difficile, j'avoue maintenant, de me remettre en question. Peut-être parce que j'ai appris, voilà, oui, parce que j'ai appris pas mal de choses. Mais avant, peut-être que c'était plutôt dans le contraire, je me remettais toujours en question, trop en question. Et finalement, c'est moi qui me remettais en question et pas l'associé avec qui j'étais. Et donc, c'est pas bon non plus. Donc, je pense que donc d'un côté c'est positif et puis d'un côté c'est négatif. Mais donc, ce qui m'a aidé, c'est ça et l'amour de mon métier. Et ça, très clairement, voilà, j'ai envie de dire, c'est même en priorité. Et l'amour des autres, parce que je pense qu'en tant qu'infirmière, j'en suis même convaincue, même si c'est vrai que c'est plus trop le cas aujourd'hui, on fait pas ce métier par hasard. On fait ce métier parce qu'on a une capacité ou une envie d'entraide et d'offrir un service et d'apporter du bien à l'autre. Donc voilà, donc c'est aussi un sacrifice, hein, clairement. Donc j'ai effectivement aussi cette capacité de sacrifice, donc qui est une très belle qualité, mais qui m'a aussi causé du tort, puisque évidemment, les personnes, c'est toujours le problème, c'est de mettre les limites avec les personnes qui sentent ce dévouement, cette capacité, et qui profitent de ça. Donc, ce qui est très important dans, je dirais, les qualités que j'énonce pour pouvoir... et qui manque chez moi, c'est de mettre les limites. Voilà. Donc ça aussi, c'est un défaut que j'ai, c'est de pouvoir mettre les limites au bon endroit. Parce que j'ai trop tendance à accepter, à dire oui, et à essayer de trouver des solutions pour les autres. Mais du coup, je m'oublie moi. Tout voilà. À fait. Et donc ça, il faut pas oublier de penser à soi. C'est très important. Mais pas qu'à soi non plus, hein, on est bien d'accord. Avoir un juste milieu entre tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident de faire comprendre, c'est pas évident du tout, parce qu'en fait c'est une question de réglage, et c'est ça qui est le plus difficile. Il faut pas être trop dans l'un ou pas trop dans l'autre, il faut avoir des bonnes intentions, ça c'est déjà génial, et après il faut savoir doser, quoi. Est-ce que tu as fait certains types d'investissements boursiers, immobiliers ou crypto? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as investi quelque part et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Alors l'investissement en bourse, donc depuis plusieurs années. Sinon, je ne pensais pas vraiment à investir, puisqu'en fait j'ai la chance, c'est vrai que je travaillais beaucoup aussi, de toujours très bien gagner ma vie. Donc, et donc pas vraiment avoir le temps de pouvoir investir dans autre chose. Donc, je laissais gérer ça à mon papa, qui fait ça très bien, qui fait ça depuis des années. Et donc, lui, il investissait en bourse. Tu aurais voulu, peut-être par rapport aux effets cumulés, etc., sur le long terme, commencer plutôt à investir en bourse? Pas forcément? C'est pas quelque chose qui te bottait en fait à ce moment-là? Non, parce que pour moi, c'était quelque chose qui me dépassait. Okay. Tous les chiffres, j'étais pas trop chiffres. Ça ne te parle pas tant que ça. Qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies? Je t'en parle régulièrement. Par rapport justement. Je t'en ai parlé, allez, au moins une cinquantaine d'heures facilement. Qu'est-ce que tu penses après tout ce dont je t'ai parlé par rapport au crypto? Je trouve que c'est très intéressant quand tu en parles. Mais ça me dépasse totalement. Donc, je ne vais pas aller investir, ou alors j'ai envie de dire peut-être une petite partie d'argent, mais je ne vais pas aller investir mon argent en crypto-monnaie parce que je ne suis pas encore convaincue. Bon, il y a le souci aussi, c'est que pour moi, c'est un peu trop nouveau et que, évidemment... c'est pas très stable, c'est très volatile et que c'est inquiétant. Quand je t'en parle, je te dis régulièrement, mais ce que tu es prêt à perdre et que ce soit OK pour toi. Oui, voilà, c'est ça, pour avoir un petit plus à côté, donc ça, OK, mais de là à mettre mes économies en crypto-monnaie, non. Pas totalement. Non, voilà. Tout à fait. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que quand j'ai envie de dire, on en parle, je vais dire dans mon entourage ou dans les gens de mon âge, ça fait peur, parce que c'est pas de notre génération, et donc c'est quelque chose qui n'est pas connu, et donc c'est quelque chose qui fait peur.
Surtout qu'aujourd'hui, au niveau stabilité, c'est compliqué, hein. C'est difficile, hein, de trouver quelque chose, quelque chose qui te dit que là, tu vas pouvoir vraiment Tirer une plus-value. tirer une plus-value facilement. Ouais. C'est Facilement, compliqué, hein. C'est ça. C'est le ratio risque-récompense. Il faut faire attention Voilà, à tout donc ça. de toute façon, je pense que le mieux, c'est de se diversifier. Maintenant, c'est facile à dire de se diversifier, hein. Qu'est-ce que tu as créé dont tu es le plus fier? Eh bien, dont je suis le plus fière, c'est d'être une personne intègre et honnête. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment, vraiment très, très fière. Euh, Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est triste, mais il n'y a pas énormément de personnes qui sont comme ça. Et donc, ce que je veux dire aussi, ça, c'est un message pour tout le monde, c'est qu'il y a moyen de réussir dans la vie en étant honnête et en faisant les choses correctement. Il n'y a pas besoin d'écraser les autres ou de devoir faire des choses De parasiter. tout à fait pour arriver. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est la seule manière de réussir, et là, je dis non. Non. Donc voilà, ça c'est ce dont je suis le plus fière. Et puis je suis très fière de mon fils, puisque ben voilà, il est en train de m'interviewer. Je suis très fière que tu m'interviewes. Parce que voilà, c'est chouette et que j'espère que toi Je suis aussi. très content tu de pouvoir arriveras. te recevoir aujourd'hui et que tu sois la première personne, du coup, dans cette nouvelle version de ce podcast. Et je suis très content de commencer par toi et j'espère que... Et je suis très content de tout ce que tu as fait dans ta vie et tu m'inspires beaucoup. Merci mon chéri. La dernière question, donc. Il est souvent dit que si tu veux être le meilleur dans un domaine, tu dois d'une certaine façon y dédier ta vie. Est-ce que tu estimes avoir dédié ta vie aux soins infirmiers? Oui, j'ai vraiment été à fond dans mon travail, euh, peut-être de trop même, j'ai envie de dire. Pourquoi de trop? Parce que j'ai beaucoup sacrifié. Bon, j'ai la chance d'avoir une bonne santé, heureusement, mais j'ai beaucoup sacrifié de temps. Je pense surtout ben, à toi. Voilà. Puisque effectivement, quand je vois que j'ai effectivement accouché quand j'avais 30 ans, et là je te vois bébé et je te vois ici maintenant grand, et je me dis que tout ça a passé tellement vite et qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, dont j'aurais voulu profiter, et finalement j'ai passé mon temps à courir pour faire mon travail le mieux possible. Mais je pense que il faut pouvoir faire des parenthèses. Bon, l'inconvénient, évidemment, des soins infirmiers à domicile, c'est que c'est 7 jours sur 7. Il y a beaucoup d'autres Et professions. c'est important de l'être. Il n'y a pas une problématique comme un boulanger qui n'a pas fait son pain à son client du matin. Là, c'est la vie des Voilà. gens. C'est de la vie des gens. Voilà, dont on parle. il y a effectivement ce paramètre-là, mais aussi un autre paramètre très très important, c'est que donc c'est 7 jours sur 7, mais qu'on ne peut pas dire, bon ben là, je suis crevée, donc je ferme pendant une semaine. Non, ouais, c'est pas possible. Et non. Donc voilà, il faut quand même pas oublier que voilà, j'ai commencé, donc j'avais 24 ans quand j'ai commencé le domicile. Ça veut dire que là, c'est du 7-7 jusqu'à ce que, ici, ça fait plus ou moins 4 ans que je me fais remplacer comme responsable de l'équipe d'infirmières à domicile. Donc, ça fait beaucoup d'années où c'était donc tout le temps de me tracasser pour ça. Et j'avais pas le choix, et je ne me donnais pas le choix, parce que ma conscience professionnelle et mon amour pour les patients, pour les autres et pour l'équipe aussi. Donc c'est pas seulement pour les patients, c'est aussi pour l'équipe d'infirmières, pour ne pas les lâcher. Et donc il y a une espèce de lien comme ça, de soutien qu'on a entre nous, d'entraide. Enfin, j'ai toujours voulu en tout cas instaurer ça. Ça n'a pas toujours marché. Mais bon, ça dépend avec qui aussi. Mais c'est super important. Et donc je voulais montrer l'exemple aussi. Je me dis, si moi, en tant que responsable, je ne montre pas l'exemple, je trouve ça à la limite normal. Pourtant, beaucoup de responsables ne pensent pas comme moi. Je trouve ça normal que finalement, eux ne font pas leur travail comme ils voulaient. Donc j'ai toujours voulu montrer l'exemple. J'ai toujours fait en sorte que
ce que je leur demandais de faire, moi, au minimum, je le faisais. Voilà, c'était super important. Mais donc voilà, encore une fois, le problème, c'est qu'après, ma vie privée est passée à côté parce que je devais trouver des solutions et que ma tête était toujours occupée à ça, à réfléchir, à me dire trouver des solutions pour les patients. Et finalement, c'était trop pour les patients. Parfait. J'ai pensé à une petite dernière question que je compte poser à chaque fois, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, le titre du podcast s'appelle Les cercles vertueux. Donc, est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Ah, tu ne sais pas ce que c'est? 26 épisodes, tu ne m'as jamais demandé ce que c'était. Un cercle vertueux, donc un cercle vicieux, c'est le fait de faire quelque chose. En fait, tu me l'as déjà expliqué, je pense. Oui. Mais oui, d'office. Je n'ai pas trop, donc j'aimerais bien que tu me le réexpliques. Donc un cercle vicieux, c'est lorsque tu fais quelque chose de négatif qui empiète derrière sur toi négativement et puis tu le reproduis, ça fait un cercle vicieux. Notamment, tu vas commencer à fumer la cigarette, tu vas avoir des problèmes aux poumons, tu vas avoir des problèmes où tu vas penser que la cigarette te détend alors qu'en réalité c'est le contraire, tu vas continuer à fumer. Et un cercle vertueux, c'est le contraire, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose de positif, ça va t'amener quelque chose de positif derrière, qui va t'amener autre chose de positif, puis tu vas le reproduire et tu vas faire un cercle de cette façon-là. Qu'est-ce que tu penses dans ta vie, dans ta carrière, qui a justement réussi à créer un cercle vertueux par rapport à ce que tu faisais? Est-ce que tu visualises quelque chose? Peut-être le fait justement d'avoir commencé dans les soins infirmiers, que ça a permis de faire le centre médical, que le centre médical, les médecins, ça ait permis de faire grossir. Tout à fait. Et bien ça, par exemple, c'est un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Donc l'un dans l'autre. Et donc après ça, c'était Apulia. Donc Apulia avec donc les infrastructures. Et pourquoi est-ce que Riposo, donc Riposo, c'est la chambre d'hôte avec jacuzzi, finalement, on n'en a pas trop parlé. Enfin, je l'ai cité en tout cas. Ben voilà. Donc Riposo a abouti. Donc c'est vrai qu'effectivement tout ça est lié. Tout ça est un cercle vertueux. Voilà, tout ça est lié puisque des soins infirmiers à domicile, il y a eu le centre médical, il y a eu le centre bien-être, et du centre bien-être, il y a eu aussi une salle de sport connectée et également donc une chambre d'hôte avec jacuzzi, donc l'espace Riposo. Et l'espace Riposo, c'était la continuité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un jacuzzi, donc un grand jacuzzi et une cabine infrarouge, c'est-à-dire les deux éléments qui n'étaient pas présents et qui manquaient dans le spa et wellness privatif Apulia. Donc tout ça pour compléter, pour en fait pouvoir répondre à toutes les demandes. Tout à fait. Également cryothérapie. Il y a également eu ce service-là, qui est peut-être d'une certaine façon en stand-by pour l'instant. Mais en tout cas, tout ce qui s'est produit là, justement comme tu le dis, répond à une demande, permet de détendre des gens, de soigner des gens, de mettre des gens au sport, de faire en sorte qu'il y ait des soins qui soient faits régulièrement. Et du coup, le démarrage du cercle vertueux a été le fait que tu t'es dédié à fond à ton travail et que tu as pensé à lancer des projets secondaires, entre guillemets, qui ont abouti. Développer les choses pour, effectivement, quand tu développes les choses, ça te permet aussi que les choses, ce que tu as développé, peut-être pour la première chose que tu as développée, à savoir ici les soins infirmiers à domicile. Donc c'est un ensemble. Donc les personnes qui vont venir pour le wellness, ils connaissent peut-être pas le centre médical et vice-versa, puisqu'en fait, au niveau géographique, le centre de bien-être se trouve derrière. Donc tout est centralisé. Le centre médical, en fait, forme un L, il y a deux entrées. Donc la partie avant, c'est essentiellement la partie médicale. La partie arrière est en gros la partie bien-être avec la chambre d'hôte et la partie salle de sport connectée. Voilà. Donc il y a deux entrées, mais l'entrée principale est sur la rue de Mons au numéro 159. Mais donc c'est le but aussi que finalement l'un apporte des patients et des clients, puisqu'on parle en fonction de la profession, patient ou client, que l'un apporte l'autre, et aussi pour la facilité du client ou du patient, qui est là, qui connaît l'endroit, il sait que l'endroit est bien, qu'on peut faire confiance, qu'on est bien soigné ou qu'on va être bien pris en charge. Et donc, si on sait qu'on est bien chez tel prestataire, on connaît déjà l'endroit, on sait où ça se trouve, pourquoi pas aller chez tel autre? Bien sûr. Et donc voilà, et ça fait une force et une unicité. Et donc je pense que c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bien sûr.
Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je sens vraiment que j'apporte beaucoup plus de valeur avec cette nouvelle version des Cercles Vertueux, avec le nouveau matériel, les nouveaux invités, etc. J'étais très content de te recevoir. C'était les Cercles Vertueux avec Scoliostomie et du coup Katia Loïs, ma maman. C'est ciao. Au revoir à tous.